Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Charles de Courson, député Lyotte de la Marne et rapporteur général du budget. Charles de Courson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous aider à comprendre ce qui se passe dans les questions budgétaires. L'examen du projet de loi de finances. Je veux être très précis parce que les Français ne comprennent pas grand-chose à tout cela, à juste raison, je les comprends d'ailleurs. L'examen du projet de loi de finances, c'est le projet de budget 2025 n'est pas terminé. Nous en sommes encore à la partie recettes et les discussions sur la partie recettes ne sont pas terminées. Elles reprendront le 5 novembre. Il y a encore 1500 amendements à examiner. C'est bien cela. C'est exact. Est-ce que ces discussions seront terminées en temps voulu ? Alors, vous savez que l'Assemblée nationale, de par la Constitution, a 40 jours pour examiner en première lecture le projet de budget. Oui. Mais il n'y a pas entre la première partie et la deuxième partie, ça n'est pas réparti ce 40 jours. Entre la partie recettes et la partie dépenses. Voilà. Mais on ne peut pas attaquer la partie dépenses si on n'a pas voté la partie recettes. Oui. Et ce qui va se passer, tout le monde le sait, c'est qu'on va reprendre, pour terminer nos 1500 amendements sur la partie recettes, la semaine prochaine. Oui. Et qu'on aura probablement terminé à la fin de la semaine prochaine. Rendant d'ailleurs extrêmement difficile l'examen de la deuxième partie pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de majorité et donc il semble bien qu'il y aura un vote contre la première partie. Et quand vous votez contre la première partie, on ne peut pas attaquer la deuxième partie et donc le texte est transmis au Sénat dans sa version initiale. Dans la version initiale du gouvernement. Du gouvernement. Et, voilà. donc on aura travaillé pendant des jours et des jours pour rien. Voilà. Et donc le texte sera probablement renvoyé au Sénat, transmis au Sénat, dans la version initiale du gouvernement. Si j'attaquais comme cela, c'est pour que vous expliquiez peut-être une volonté du gouvernement. Est-ce la volonté du gouvernement, selon vous, Charles de Courson ? Je le pense, puisque le Premier ministre ne veut pas avoir recours au 49.3. Et il veut y être contraint, mais lors du vote définitif. Donc, le texte, tant de la loi de finances que de la loi de financement de la sécurité sociale, car c'est le même processus. Mais ça sera aujourd'hui ou demain. Oui. Puisque ça y est, ça a commencé, article liminaire repoussé, article 1er repoussé, article 2 repoussé, enfin voilà. Et donc, vote probablement demain sur la première partie de la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, les deux textes seront transmis au Sénat. Au Sénat, il y a une majorité. Et donc, ils feront leur cuisine sénatoriale, si je puis dire, et qui arrivera à un texte. Et ce texte arrivera en commission mixte paritaire. Alors là, entre Assemblée et Sénat. Voilà. 7 députés, 7 sénateurs. Alors là, il y a une situation très curieuse, c'est que à l'Assemblée nationale, il y a 4 membres de l'opposition et 2 de la majorité stable. Mais le 7e est tournant. Entre des groupes de la majorité et des groupes de l'opposition. Je ne devrais pas dire la majorité, de la minorité présidentielle. Voilà. Et donc, on peut se retrouver avec 5-2. Et à ce moment-là, il n'y aura probablement pas d'accord, vous voyez. Dans le cas inverse, peut-être qu'il y aura un accord. Mais comme il n'y a pas de majorité, dans le vote final, je pense que le gouvernement sera contraint de recourir au 49.3. Voilà. Le gouvernement, vous le pensez, sera contraint. Et c'est la volonté, finalement, cachée de Michel Barnier, non ? Volonté cachée de recourir au 49.3 une seule fois. Absolument. Sur l'ensemble du texte. Voilà. J'ai compris la manœuvre. J'ai compris pourquoi. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup de députés du bloc central ne sont pas présents ? Alors, on a vécu quand même la semaine dernière un spectacle incroyable. La minorité présidentielle, je rappelle, ils sont quand même 211. La majorité, c'est 289. Oui, 211, c'est déjà pas mal. Ils ont été entre 25 et 35 en séance. Donc ça se passait entre le bloc des 4 groupes de gauche et le Rassemblement national et ses alliés ciotistes. Vous voyez, c'était tout à fait étonnant comme situation. Vous voyez, alors ça votait dans tous les sens. Voilà. Et alors il y a aussi une explication, c'est que on est dans les vacances scolaires. Voilà. Et donc certains, voilà. Mais l'absentéisme, contrairement à ce que certains ont dit dans la presse, je pense que ce n'était pas une volonté donnée au groupe de la minorité présidentielle d'être absent, mais ils étaient absents.
Bien. Est-ce que ça nourrit l'anti-parlementarisme? Ah bah bien sûr. Bah bien sûr. Moi, je me mets à la place des citoyens. Ils constatent qu'il y a une dérive complète des finances publiques et on en rajoute tous les jours sans aucune cohérence. Il y a des coalitions dans tous les sens et au sein de la minorité présidentielle, en plus, elle est complètement divisée. On a vu des membres de la minorité présidentielle déposer des amendements qui ont été d'ailleurs adoptés pour faire sauter des articles entiers. Oui, c'est quand même incroyable. Mais il y a des divisions partout, divisions à gauche. Même au sein du Rassemblement national, il y a des divisions autour des impôts. Alors, au sein du bloc de gauche, oui. Sur certains points, ils ne votaient pas en bloc, si vous voulez. Au sein du Rassemblement national et de leurs alliés ciotistes, le Rassemblement national vote presque en bloc toujours. Voilà. Bien. Charles de Courson. Donc, il y aura probablement, très probablement, il y aura 49.3. Donc, s'il y a 49.3, il y aura motion de censure déposée, évidemment. Vous déposerez une motion de censure ? Alors, il faut être 58. Moi, j'appartiens à un groupe, nous sommes 23. Voilà. Oui. Donc, non, la gauche déposera une motion de censure. Et le problème, vous la voterez ou pas ? Quelle sera la position du Rassemblement national ? Si le Rassemblement national vote, ils sont très majoritaires avec le bloc de gauche. Puisqu'ils sont 143 et le bloc de gauche sont 193 de mémoire. Donc vous voyez, ils sont 320, 330, ils sont bien au-delà des 289 requis. Donc le problème, il n'est pas dans le groupe Lyotte. Le problème, il est qu'est-ce que va faire le Rassemblement national ? On est bien d'accord. Mais vous, est-ce que vous voterez la motion de censure ? Moi, à titre personnel, on discutera au sein du groupe Lyotte. Mais à titre personnel J'en doute parce que je suis de ceux qui essaient d'être responsables. C'est peut-être une erreur dans le climat politique actuel. Et je pense que si on vote contre ce texte et qu'il n'y a pas de budget, à ce moment-là, c'est une autre procédure qui est peu connue et qui sera utilisée probablement pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République. C'est le budget sera promulgué par ordonnance, semble-t-il, en maintenant grosso modo la situation du budget 2024. Vous voyez, je comprends. On reprend le budget de 2024. Et une ordonnance qui n'a pas besoin d'être ratifiée par le Parlement. C'est-à-dire qu'alors là, on sort d'un système parlementaire. Moi, j'ai attiré mes collègues. Vous ne voulez pas de cela ? J'ai attiré l'attention de mes collègues en disant mais si on continue comme ça, on est en train de détruire le système parlementaire. Oui. Donc, vous ne voterez pas la censure, que les choses soient claires. À titre personnel, non. Non, j'ai compris, Charles de Courson. Regardons quelques idées gouvernementales. Attendons de savoir quel texte éventuellement sortira de la commission paritaire. Est-ce qu'il y en aura un ou pas ? Nous verrons. Bien, le gouvernement cherche des économies partout. 5 milliards d'économies additionnelles dévoilées avant-hier par le gouvernement. Des amendements seront déposés et dans ces 5 milliards, il y a 1,2 milliard. 1,2 milliard que le gouvernement cherche à travers 3 jours de carence imposés dans la fonction publique au lieu d'1 jour en cas d'arrêt maladie. 3 jours de carence. Bonne mesure ou pas ? Écoutez, il y a un vrai problème de justice entre les salariés du privé, qui, je le rappelle, ont 3 jours de délai de carence et sont indemnisés sur la base de 90% de leur salaire. Et 3 jours de carence, mais dans le privé, on est indemnisé tout de même. Hein, on est indemnisé par l'entreprise, et par des assurances. Non, mais j'y viens. Mais là, on parle de l'assurance maladie. Alors que dans le public, autrefois, il n'y avait même aucun délai de carence. On a créé 1 jour de délai de carence, mais on est toujours sur 100%. Pour le calcul de l'indemnisation. Donc, l'idée de rétablir l'égalité entre les fonctionnaires des 3 fonctions publiques, État, territoriale et hospitalière, par rapport aux salariés du privé, pour moi, va dans le sens d'une justice. Le problème, il est qu'il y a beaucoup d'accords conventionnels dans le privé qui couvrent à peu près 2/3 des salariés du privé, qui compensent au moins partiellement le différentiel.
Mais la grande différence, c'est que c'est cofinancé par une cotisation salariale et une cotisation employeur. Oui. Et donc, c'est le problème que posent les salariés, les représentants des fonctionnaires, en disant oui, mais nous, on n'a aucun accord de complémentaire en la matière. Il y a parfois des assurances, hein. Il y a parfois des assurances qui sont prises. Même tout à l'heure, j'avais l'employé d'un EHPAD, non, public, d'un EHPAD public qui nous expliquait qu'il cotisait pour une assurance complémentaire. Oui, ça peut arriver, mais c'est pas le cas pour l'État. Il n'y a pas de pour les fonctionnaires État. Pour les fonctionnaires de l'État. Bien, il y a aussi l'idée de créer une nouvelle journée de solidarité. Vous avez vu cela, un jour férié en moins, pour financer justement les EHPAD, tiens. Oui. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis plutôt ouvert à cela, sous réserve qu'on laisse la liberté aux partenaires sociaux de répartir cette journée en fonction des situations des différentes branches. C'est du temps du gouvernement Fillon qui avait instauré cette journée, qui a l'avantage, si vous voulez, de ne pas augmenter les taux de cotisation sur les salariés et les employeurs. Voyez. Et donc c'est un effort. En fait, ça consiste à faire travailler 7 heures supplémentaires sur l'année. Oui. Alors, je rappelle qu'à 35 heures en plein temps, c'est 1607 heures. Donc on passerait de 1607 à 1614. C'est quand même un effort tout à fait raisonnable pour financer la branche dépendance. À condition que l'argent aille bien au financement la branche dépendance. De la branche dépendance, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire pour partie aux EHPAD, qui sont dans une situation très grave. 2/3 des EHPAD français sont en déficit. Hein. Oui. Charles de Courson, jeudi, il y a niche du Rassemblement national. Évidemment, on va parler de la réforme des retraites, même si Marine Le Pen, qui maîtrisera l'ordre du jour de l'Assemblée nationale jeudi, après-demain, ne pourra pas proposer l'abrogation de la réforme, j'ai vu cela. Oui, parce qu'il y a un problème juridique, c'est le fameux article 40 de la Constitution. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il est interdit aux parlementaires de voter des textes ou même des amendements qui augmentent la dépense publique. Oui. Mais le vrai problème, et le Premier ministre s'est déclaré ouvert, c'est qu'il faut reprendre des négociations avec les partenaires sociaux. Sur la réforme des retraites. Il faut quoi ? Quelle est votre position ? Vous demandez quoi ? Vous demandez à ce que le gouvernement reprenne des négociations, revoie sa copie, revienne sur les 64 ans ? Oui, ce qui a déclenché, si vous voulez, cette crise politique et sociale, c'est l'augmentation de l'âge légal. Oui. Nous avions dit à Madame Elisabeth Borne que ce qu'il faut, c'est encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps. Ce qu'ils font d'ailleurs déjà, avant même cette réforme. Puisque, par exemple, en 2023, dans le régime général, l'âge effectif de départ à la retraite a été de 63 ans et demi, alors que l'âge légal était à 62. Et on avait proposé, nous, 5 mesures à Elisabeth Borne. Elle n'en a absolument pas tenu compte. La première, c'était de traiter le problème des salariés âgés par des négociations de branche, parce que la situation du BTP, c'est pas celle des services. Et ceux qui arrivaient à un accord pour maintenir leurs salariés âgés avaient une réduction de la cotisation retraite. Cette idée a été reprise au Sénat et hélas, elle est tombée devant le Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est le premier axe. Et un deuxième axe qui est que actuellement, quand vous prolongez par rapport à l'âge légal d'une année, on majore votre retraite de 5%. Ce n'est pas assez. Il faut le porter à 7%. On avait proposé une troisième mesure qui était de supprimer toutes les règles de anti-cumul emploi-retraite. Oui. Parce qu'il y a 42 régimes qui ont des règles. Donc possibilité de cumuler retraite et emploi. Absolument. Si les gens veulent retravailler, bien sûr. La liberté. La liberté pour tous. Et il y avait aussi une demande de réforme du contrat de retraite progressive. Vous savez que c'est un contrat, mais il n'y a que 2000 à 3000 de nos concitoyens qui en bénéficient chaque année, qui permettent de partir progressivement à la retraite. Par exemple, vous mettez à mi-temps, donc vous avez la moitié de votre retraite, plus la moitié de votre salaire. Eh bien, c'était de transformer ce contrat en un droit pour les salariés à négocier avec les partenaires de 58, 59 ans, de pouvoir partir à la retraite, mais progressivement. Bien, nous verrons. Le gouvernement est prêt, vous pensez ?
d'après ce que vous savez. Est-ce que le gouvernement est prêt à remettre sur le tapis cette réforme des retraites? Michel Barnier Vous en avez parlé avec lui? Oui. En disant qu'il fallait reprendre. Oui, on en a parlé avec lui. Alors, il est ouvert à une négociation, mais il a laissé quand même planer. Moi, je lui avais dit, Michel, ce qu'il faut, c'est bloquer l'âge légal. Ne touchez pas à l'âge légal, parce que c'est une mesure fondamentalement injuste. Voyez, ce qu'il faut, c'est encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps et les récompenser pour ceux d'entre eux qui veulent. Bien. Charles de Courson, 2 questions. Le CESU, le service à la personne. Pourquoi voulez-vous remettre en cause une partie des services à la personne? Service à la personne, 2 millions d'emplois. Ça coûte 6 milliards, mais ça rapporte 18 milliards. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause. Il s'agit de savoir, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin sur le champ de ce crédit d'impôt? Je vous donne quelques exemples. Est-il raisonnable d'avoir ouvert... C'est un crédit d'impôt qui vous couvre à 50%, oui, qui vous paye 50%. Oui, tout à fait. Pour faire promener votre chien et votre chat. Bon, est-ce qu'il est raisonnable de payer, d'avoir un crédit d'impôt de 50% quand vous invitez un cuisinier pour votre anniversaire, vous appelez un cuisinier qui vient faire un très très bon repas pour toute la famille. Vous avez 50%. Moi j'ai posé la question sur quelques points et alors ça a été très amusant parce que les mêmes qui trouvent qu'on est allé beaucoup trop loin sur la dépense fiscale, puisque c'est le deuxième crédit d'impôt en France. Eux-mêmes disaient « Ah ben non, touche à rien ». Je dis « Mais vous êtes des conservateurs. Il y a un moment où il faut se concentrer. Il faut maintenir le crédit d'impôt à 50% sur vraiment ce qui est important, c'est-à-dire les services pour les enfants. Mais par exemple, vous pouvez pour faire les personnes payer, âgées. Oui. Pour les personnes âgées. Qui ont besoin de quelqu'un à domicile, bien sûr, qui vienne les aider à faire le ménage ou même à faire un peu de jardinage. Il n'était pas question, si vous voulez, d'y toucher, mais puisque vous parlez de jardinage, est-ce que c'est raisonnable d'avoir un crédit d'impôt de 50%, y compris sur des gens très... mais ça crée de l'emploi. Ah non, mais... Charles de Courson, ça crée de l'emploi et ça permet de lutter contre le travail au noir, vous le savez. Ça veut dire qu'on réduit 50%, mais là encore, est-ce que le champ n'est pas trop loin? Quand on a un déficit abyssal de 180 milliards, il faut quand même essayer de recadrer et de bien concentrer ce crédit d'impôt sur ceux qui en ont vraiment besoin. Est-ce que vous voulez taxer les cigarettes électroniques et les produits de vapotage? Alors, vous savez qu'en Europe, il y a déjà 20 pays sur les 27 qui l'ont taxé. Pourquoi? Ils ne l'ont pas taxé pour faire des recettes. Ils l'ont taxé pour maîtriser le dispositif et éviter que les jeunes se mettent à vapoter. Parce que le système de vapotage est une bonne chose pour des gens qui fument et qui essaient d'en sortir. Bon. Et vous voyez, la taxation moyenne en Europe, c'est de l'ordre de 0,20 centimes le millilitre. Vous voyez, sur les recharges. Bon. Et donc, c'est pas du tout une innovation française. Et puis, il y a une autre chose. Moi, j'avais déposé un autre amendement qui est pour les sachets de nicotine, qui est en train de se diffuser dans toute l'Europe. C'est-à-dire un sachet de nicotine que vous mettez entre votre gencive et votre joue et qui vous diffuse de la nicotine. Et actuellement, il n'y a aucune taxe là-dessus. Là, vous allez demander une taxation. Taxation et surtout monopole de la distribution dans les bureaux de tabac, de façon à éviter que les jeunes n'y accèdent. Oui. J'ai une dernière question. C'est un problème de santé publique. Oui, mais j'ai compris. Les cigarettes, le prix des cigarettes qui n'augmente pas, vous le regrettez ou... J'explique depuis des années que nous avons trop augmenté le prix du tabac. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de coordination européenne. Et actuellement, nous avons le tabac le plus cher d'Europe. Le résultat, c'est quoi? On est à 40% de marché parallèle. Moi, je le vois dans mon département de la Marne. Beaucoup de gens s'approvisionnent au Luxembourg, en Belgique. Voilà. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a du tabac moins cher sur le marché parallèle et il y a des pertes de recettes fiscales
pour l'État, puisque je rappelle que la taxation sur le tabac va à l'assurance maladie. Va à l'assurance maladie. Dernière question, puisqu'on parle de tabac, c'est une drogue. Est-il vrai que de la drogue circule à l'Assemblée nationale, Charles de Courson ? Écoutez, un de nos collègues a été pris dans le métro en achetant des drogues. Vous savez, il y a 577 députés, bien entendu, mais si je vous posais la question... Vous l'avez vu? Non, non, mais dans les médias, tout le monde sait que ça a circulé. Ça circule moins, mais ça a circulé, évidemment. Mais bien sûr, mais si je vous posais la question, vous êtes journaliste, est-ce que dans le milieu journalistique... je l'ai vu, évidemment. Bien sûr, et dans le milieu du spectacle... Vous l'avez vu à l'Assemblée? Et dans le milieu du spectacle. Moi, je ne l'ai pas vu, mais moi, j'ai jamais touché à ça. Oui, non, j'ai jamais touché à une cigarette. Non, mais je ne vous vois pas, Charles de Courson, en train de fumer, on m'a même envoyé prendre un peu de cocaïne avant d'entrer en séance publique. Non, mais il y a un vrai problème. Vous savez, moi, un jour, il y a ceux qui sont favorables à la dépénalisation du cannabis. Vous êtes favorable à la dépénalisation? Non, moi, je pense qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon, que ça donnerait une image détestable, si vous voulez. Il y a toujours ceux qui disent libéralisons le système, ça va faire chuter les prix du cannabis. Il y a eu une expérience grandeur nature qui a été faite par nos collègues aux Pays-Bas. Ils ont contaminé l'Allemagne, la Belgique, la France. Moi, chez moi, tous les gars, ils allaient s'approvisionner là-bas. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils ont complètement changé leur approche en disant il faut lutter. Alors je sais que c'est pas facile quand vous savez que 60% des jeunes en ont tâté. 60% des jeunes en ont tâté. Oui, je sais, je sais. Et puis il n'y a pas que. Oui, évidemment. Il n'y a pas que. Mais Charles de Courson, vous n'avez jamais essayé, vous? Jamais. Jamais. Charles de Courson, tout de même, est-ce que ce collègue député doit être sanctionné? Écoutez, vous savez que dans le droit constitutionnel français, c'est pratiquement impossible de révoquer. Et donc c'est sa conscience, à lui. Voilà. Alors il dit qu'il a eu des problèmes. Tout le monde a eu des problèmes. Je veux dire, qui n'a jamais eu de problème dans sa vie? J'en connais pas, moi. Mais la façon dont il se défend, je trouve, n'est pas très habile. Voilà. Selon vous, il devrait se retirer? C'est sa conscience. Un député qui prend une substance interdite, illicite, de la drogue, disons clairement les choses, ne devrait plus siéger à l'Assemblée nationale. Écoutez, moi, vous savez, je pense que je suis toujours optimiste sur la capacité qu'ont les êtres humains parfois à s'améliorer. Mais c'est à sa conscience. Je dis simplement qu'il donne une très mauvaise image, surtout quand vous appartenez à des partis politiques qui disent matin, midi et soir, il faut lutter contre la drogue, contre les réseaux de drogue, etc. C'est une très mauvaise image. Mais si je faisais de l'humour, si tous ceux qui ont tâté de la drogue dans le milieu politique, dans le milieu du spectacle, dans le milieu des journalistes, etc., devaient tous démissionner, je pense que ça ferait du monde. Merci Charles de Courson d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, Benjamin Glaise après les informations de 9h.